Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, ici Carlo Coccaro. Bienvenue à ce balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM et présenté par Desjardins Entreprises. Et on vous propose aujourd'hui un deuxième épisode spécial avec mes deux collègues dérangeants préférés, Noah Redler de Arch Innovation et cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Salut Noah. Allô, mon Carlo. Comment estás? Estás bien? Estás bien? Ton espagnol est... Ouais, bien. Et il y a aussi le beau David Côté de Loop Mission. Salut David. Coucou, mon Carlo. J'ai écouté le dernier épisode, puis Catherine disait que t'étais beau. Fait que je me suis dit, il a aimé ça. Ah, wow, je m'en souviens plus, j'aime ça. Il n'y a pas grand monde qui doit te le dire tout non, le temps. Jamais, en fait, ça me fait du bien. Jamais? Ça fait plaisir. Non, c'est rare. Ma belle-mère a dit, on dit jamais trop de belles choses. Puis les entrepreneurs, on n'en reçoit pas toujours tout le temps des belles choses. C'est vrai. Fait que, au quotidien. Comment ça va, messieurs? Ça va. Ça va? Fatigué? Moi, je me sens fatigué. Je vous vois fatigué. Ouais. Ben voyons donc. Ben oui. Tu vois ça comment? J'ai les yeux rouges. J'ai les yeux rouges, puis ils se ferment pendant que je te parle. Fait que... Un peu brûlé. Le printemps, on a hâte qu'il arrive, puis on dirait qu'il n'arrive pas tant que ça. L'hiver est long. Mais on est heureux dans le cœur, là. Aujourd'hui, comme je disais, c'est le deuxième épisode d'une série de 2 dans lequel les dérangeants, nous 3, on vous propose un épisode où on reste entre nous à parler des vraies affaires, là où ça fait mal, sans la structure habituelle d'un épisode. Tellement que l'épisode d'aujourd'hui est vraiment différent parce qu'en plus, on a sondé les employés de toutes nos entreprises, donc des 7 dérangeants et de nos 3 entreprises autour de la table, pour voir ce qu'ils pensaient vraiment de notre business et de ses hauts dirigeants. Puis pour nous parler de ces résultats de ces sondages-là, auxquels on va pouvoir commenter, auxquels moi-même, je n'ai pas accès encore, on a un invité plus que spécial, tellement spécial que vous allez en parler à votre mère au prochain Noël. Mais c'est une surprise. On garde ça pour le prochain bloc. Juste avant, je veux dire bravo à David. David, qui est un nouveau dragon à l'émission Dans l'œil du dragon à Radio-Canada. Cool. Merci. On pensait jamais que tu te rendrais là. Moi non plus. T'es allé. Est-ce que les tournages ont commencé? Ah oui, on a fait un tournage à date. Il m'en reste encore pas mal devant moi. Là. C'est des grosses journées quand même. Sérieusement, beaucoup plus le fun que je pensais. Ah oui, J'étais excité de le faire, mais c'est du temps dans l'agenda. Fait que ça me faisait peur en même temps. Mais c'est vraiment gratifiant, en fait. Ça fait du bien parce que tu vois plein de jeunes entrepreneurs qui vont là, qui ont les étoiles dans les yeux, là, carrément, là, puis qui sont en démarrage. Là, pour la plupart, sont en démarrage, en tout cas. Puis c'est beau à voir. Puis l'impact qu'on a est énorme. Même si in the end, il n'y a pas d'investissement, il y a quand même des conseils. Puis on les suit après. Là, après, on a nos courriels, puis ils nous envoient plein de questions. Puis l'impact est incroyable, en fait. Puis on a Marie-Philippe de l'équipe qui a fait les Dragons au Québec, qui a fait les Dragons au Canada aussi. Oui, c'est vrai. Qui a vu un impact significatif pour sa business. Là. Ah oui, 100%. La visibilité que tu as en allant au Dragon, juste à la télé, fait en sorte que tes ventes augmentent inévitablement. T'es quel genre de dragon? T'es-tu... Moi, j'aime les dragons qui sont critiques, là, comme Alexandre Taillefer l'était dans le temps, capable de dire les vraies choses sans être trop complaisant. Toi, t'es quel genre de dragon? J'essaie de ne pas être baveux, parce que ma nature profonde, c'est d'être un peu cocky baveux. Fait que là, j'essaie de l'être moins pour pas faire chier tout le monde. OK. Puis je te dirais que je suis compassionnel, parce que j'étais là, j'étais dans leurs souliers, j'ai passé au dragon aussi. Ouais. Fait que ça me donne un côté empathique. Fait que je pense que je suis plus empathique que je pensais que je serais. Ils sont stressés. Tu le vois, il y a la voix qui tremble. Puis, des fois, on reprend la shot, on est quand même qui recommence parce qu'il n'y a pas de stress, inquiète-toi pas. Là. Fait que non, c'est vraiment touchant, en fait. J'aime vraiment ça. OK. Très cool. Je dirais, reste toi-même. Tu as une personnalité attachante au naturel, puis ton côté baveux, cocky, même s'il y a des gens qui n'aiment pas ça. J'imagine que la majorité des gens aiment ça. C'est ça qui va transpercer l'écran pour les auditeurs, je suis sûr. OK. I will do. Change jamais, David. Non. Merci. Deuxième point que je voulais aborder avec vous autres, les gars, c'est passé un peu en dessous du radar, comme ça l'est tout le temps, mais là, c'est pire avec ce qui se passe en Ukraine. C'est le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est sorti. Là, on est le 1er mars aujourd'hui, sorti hier, là, le 28 février. Un rapport encore plus alarmant et alarmiste que l'étaient les précédents. Puis ma question à vous, moi, ça me stresse. Là. J'ai comme une anxiété environnementale assez forte. Comment est-ce que l'environnement, les changements climatiques affectent ou pas votre vision de l'entrepreneuriat et de vos projets? Ben, je pense que ça impacte vraiment la façon qu'on propose nos services, comment on développe nos produits.
déjà dans nos opérations, on essaie chez Archted zéro papier. Alors, on est 100% virtuel, même si ce n'est pas à 100% mieux. On Non. peut avoir ce débat aussi. Mais on est très conscient et on essaie de vraiment donner un peu plus de temps vers des projets d'innovation vers des technologies vertes pour aider différents projets. C'est dans notre esprit, c'est vraiment dans notre culture. Mais ce n'est pas toujours évident comme entrepreneur. Quand vous avez besoin de décider un jour entre les papiers, les tasses en papier ou les tasses en plastique pour vraiment avoir une petite 5 à 5 avec votre équipe ou d'aller acheter la vaisselle et une machine et tout le kit, ben, c'est une décision opérationnelle. C'est pas si évident que ça. Est-ce que je vais avoir un service de compost? Ben, c'est 1 200 $ de supplémentaires par année que je dois payer pour avoir quelqu'un de venir à mon bureau pour récupérer nos composts. On veut être mieux. Ça serait bien si on avait d'autres solutions qui facilitaient la tâche pour une petite entreprise. Je dirais on était toujours conscient d'essayer d'être un peu plus responsable dans nos pratiques. Mais oui, ça m'a toujours préoccupé. Je ne sais pas si ça change grand-chose pour moi, mais j'espère que ça va changer des pratiques pour d'autres personnes. OK. Toi, David? Toi qui es déjà dans l'économie circulaire, qui a Ouais. déjà la tête à ça. Moi, ma première job qui n'était pas très payante, là, c'était plus une dépense qu'un revenu. J'étais activiste environnementaliste. Ah oui? Ce qui fait que ça a toujours été au cœur de moi-même. Là. Puis la raison de toutes mes entreprises que j'ai parties dans ma vie, ben, c'était pour une raison sociale, environnementale, toujours. Fait que moi, c'était au cœur, c'est dans mon ADN. En fait. Fait que ça... Contrairement à Noah. Oui, mais non, mais. J'ai appris. Mais tu sais, fait que Puis moi, cette anxiété environnementale-là, je l'ai depuis toujours. Là. Ça me stresse. Là. Depuis la zone de libre-échange, ces manifestations à Québec, quand j'avais T'étais-tu là? 16 ans, j'étais là. Ah oui? J'organisais C'est moi qui organisais la manifestation littéralement dans mon cégep, Carnot. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'angoisse. C'est pour ça que je fais mes projets. C'est la raison principale des business que je pars. Puis moi, j'ai toujours été certain. Après avoir manifesté dans la rue, j'ai compris rapidement que ceux qui changent le monde, c'est le monde qui ont de l'argent, là, puis c'est les grosses entreprises. C'est pour ça que je suis devenu un capitaliste environnementaliste, en fait, puis que je veux m'enrichir le plus possible parce que c'est avec ça qu'on fait des bonnes actions, en fait, littéralement, puis qu'on peut influencer des grandes entreprises, en fait. Fait que je suis un peu là. C'est sûr que, tu sais, ça va pas assez vite, puis on va faire ça à un mur, là, c'est sûr. Puis, tu sais, on le voit avec l'Ukraine, en fait, en ce moment. Tu sais, il y a une crise humaine. Fait que tout le monde se mobilise. Le monde envoie des armes. Le monde dit OK, il faut absolument se faire quelque chose. Okay, on bloque l'économie. On va bloquer l'économie. On fait un move. Ouais. Parce que là, c'est dangereux et des vies humaines en danger. Il y a beaucoup plus de vies humaines en danger qu'en Ukraine avec la crise environnementale. Absolument. C'est 3 milliards de personnes qui vont souffrir, qui vont avoir à être délocalisées, qui ne pourront pas l'être, qui vont être affectées directement. Ce qui fait que. Mais on n'a pas cet esprit de crise-là parce que ça apparaît pas. C'est The Silent Warrior, tu sais. Fait qu'on va l'avoir dans le cul. Désolé. On va finir ton comme ça. bloc comme ça. Moi, je vais y répondre à cette question-là aussi parce que ça me dérange énormément. Je le vois de deux façons comme entrepreneur. Là. Ce que Noah a dit est vrai. Là, en même temps, c'est la base de la base. Il me semble qu'on est. Puis des fois, je parle avec des gens qui ne croient pas au recyclage puis au compostage, pas nécessairement des entrepreneurs, puis je me dis, je peux pas croire. Je peux pas croire qu'en 2022, on puisse critiquer ces affaires de base. Là. C'est la base. Puis comme entrepreneur, fondamentalement, moi, je crois beaucoup à l'éducation comme étant une solution à moyen et long terme pour sauver le monde en général, sauver des extrémismes, du racisme et de la crise environnementale. Puis après ça, je me dis, puis là, moi, j'œuvre en éducation, fait qu'au moins, je me rassure en disant mon travail va servir à quelque chose aussi pour la cause des changements climatiques. Puis l'autre bloc, c'est si j'avais d'autres entreprises à partir, je pense que le futur économique et environnemental passe par ces grands changements environnementaux-là qui vont nécessiter des entrepreneurs et des entreprises qui vont arriver soit avec l'innovation technologique ou autre type de produits et services qui vont faire une grande différence parce que, tu dis, on va frapper un mur, puis l'impact est exponentiel. Puis on ne le comprend pas. Notre cerveau n'est pas fait pour dealer l'impact exponentiel. On comprend des lignes droites. Mais quand la ligne est exponentielle, là, elle monte à quasiment 90 degrés. Toute cette zone-là entre la droite puis la courbe exponentielle, notre cerveau ne le comprend pas. Fait qu'un réchauffement de 1,5 degrés versus 2 degrés, c'est un monde de différence en termes d'impact environnementaux. Puis le jour où on va rentrer là, la population va chialer en disant pourquoi on n'a rien fait avant. Puis oui, exact. Il va être trop tard. Puis là, on va se mobiliser. Vous allez voir, là, on va se mobiliser. Là. Dans 15 ans, ça va être le bordel. Puis là, on va tous se mobiliser. On va dire qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a une grande, grande possibilité qu'il va être trop tard, en fait. C'est pour ça qu'on veut inspirer le plus d'entrepreneurs à faire des entreprises qui ne sont pas juste des entreprises qui respectent l'environnement, mais qui sont des entreprises qui donnent des solutions.
C'est de la techno qui va amener une solution aux crises environnementales, en fait. Puis c'est les entreprises qui grandissent le plus vite en ce moment. C'est vrai. La troisième chose que je voulais aborder avant qu'on passe aux réponses de nos employés au sondage, c'est la question dérangeante. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. T'es prêt, David? Ouais, pas pire. OK. La question dérangeante. Quelle est la plus importante somme d'argent que votre entreprise ou que vous-même avez donnée à une cause et pourquoi? 5 piastres. 5 piastres pour qui? Ah non, mais en fait, je pense pas que j'ai donné des gros montants. Là. J'ai donné des montants à gauche à droite pour des marathons puis des trucs de levée de fonds, etc. Ben, tu m'en as donné à moi. Je suis sur le CA du Club tu Richelieu vois, Montréal. c'est vrai. On Je envoie t'en ai des enfants dans donné. des camps de jour, party de Exactement. Noël. Ça, je t'en ai donné. Fait que Je te tout le monde remercie, de même, d'ailleurs. je le fais, mais c'est jamais des gros montants. Je pense que ceux à qui qu'on donne le plus, c'est Moisson Montréal. Parce qu'on leur en donne pour sûrement des centaines de milliers de dollars par année là, dans fruits et légumes. Ah oui. Hein? Mais c'est pas de l'argent, c'est de la matière, en fait. Fait Pour que- eux, est-ce que c'est l'équivalent? Tu penses? Ben, pas vrai. Ben oui, puis non. Dans le sens que ils dépendent des dons à 100 là, fait qu'ils transforment pas ça en argent, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais ils transforment ça en dons. Mais c'est quand même merveilleux, là, tu sais, dans le sens, c'est quand même noble. Mais j'ai jamais vraiment écrit un gros chèque pour donner à quelque chose, en fait. Ok. J'ai jamais fait ça. Pas un gros chèque, moi non plus. Il y a beaucoup de petits dons. J'aime les moments où je reçois un courriel et je dis hey, ça me parle aujourd'hui et ça m'inspire. Alors, je suis prêt à donner une $100, un $200. Des fois, à des amis, je distribue un peu d'argent pour différentes levées de fonds. Mais en pensant à cette question, je réalise que j'avais donné beaucoup à la santé mentale. Il y a 2 ans que j'avais commandité concours d'innovation pour un projet en santé mentale et on avait quand même financé un prix de $10,000. Et aussi, quand j'étais à Syntec, on avait créé un fonds d'urgence pour les entrepreneurs qui avaient des crises en santé mentale où ils pouvaient aller prendre rendez-vous avec un psychologue à n'importe quel moment et moi, je recevrais la facture. Il y avait un budget maximal par entrepreneur et on avait quand même dépensé quelques milliers de dollars là-dessus. Pas des sommes énormes, jamais dans notre vie, mais c'était toujours quelque chose qui était proche à mon cœur, sans trop planifier. Apparemment, je donne beaucoup. Ouais. Bon, super, bravo Noah. Ouais, merci. Moi, je suis juste intense dans ce que je fais. Puis j'ai lancé aidersonenfant.com, qui est devenu un organisme à but non lucratif il y a 3 ans. Puis j'ai dû investir. En fait, j'ai investi, je ne vais pas dire au continent, j'ai investi plus de 600 000 dans ça dans les 6-7 dernières années. Wow. Mais c'est pas wow, si c'était à refaire, je le referais plus comme ça. C'était juste trop intense, trop mal organisé, trop. J'avais une vision claire, mais il aurait fallu que j'aille en étapes. Puis tout ça, finalement, c'est devenu. Ça aurait pu causer ma faillite parce que c'était trop d'argent, ça rapportait rien. C'est tous les profits de Mathémo Monde et des emprunts qui sont allés là-dedans. Là. Ça avait juste pas d'allure. Là, maintenant, l'OBNL est autonome et sain, tout ça. Mais ça, autant c'est une mauvaise décision d'affaires, autant c'est ma plus grande fierté professionnelle et d'implication. Puis j'ai donné récemment, puis j'allais pas dire ça. Puis là, tu parlais, Noah, puis j'ai pensé. Il y a 2 jours, j'ai donné 1 000 $ à quelqu'un que je connais, qui est quelqu'un de mon équipe, qui est ukrainienne, qui est directement dans mon équipe, en disant, regarde, y a-tu des gens que sa mère est là-bas, elle est ultra inquiète. Puis j'ai dit, tiens, voilà un montant, donne-la à des gens que tu connais là-bas qui ont besoin parce qu'elle ramasse de l'argent à gauche et à droite pour aider des familles qui se déplacent. Puis j'ai donné ce montant-là pour... puis, tu sais, j'ai une confiance immense en Olga, puis elle l'a donné à un organisme là-bas qui s'occupe directement des gens. Super, bravo. C'est intéressant que Ouais. tu parles de confiance, parce que je pense que souvent, j'ai pas donné à des organismes en me disant je pense que je vais mieux le gérer. Mm. On dirait que j'ai une espèce de doute qui persiste depuis longtemps de ils vont-tu vraiment bien le gérer? Tu sais? Fait qu'on dirait que ça me fait tout le temps peur, cette partie-là. Ah ouais, hein? J'ai travaillé dans le monde des OBNL et je suis 100% d'accord avec ça. Je vois beaucoup de gaspillage et ça m'a beaucoup frustré et c'est pourquoi je ne donne pas des grandes sommes. Mais quand je donne pour un prix d'innovation ou quelque chose comme ça, c'est pour encourager un entrepreneur ou pour aider une humaine avec qui j'ai une relation peut-être. Merci Noah, merci David. Alors, tout de suite après la petite pause de 30 secondes, on rencontre notre invité mystère masqué, Oh! puis on fait le tour des réponses de nos employés au Ben, j'ai questionnaire. hâte de voir. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Alors, on est de retour pour le prochain bloc où on regarde les réponses de nos employés au sondage qui a été préparé par notre invité mystère, qui est la tête pensante derrière les dérangeants, l'idéateur, celui que je surnomme le renard de la Côte-Nord. J'ai nommé Hugues Chandonnet. Hugues, merci d'être là. Carlo, les gars, des sondages, j'en fais pas dans la vie. C'est la première fois que je fais ça, mais ça m'a rappelé qu'à une époque, j'étais inscrit en sociologie à l'UQAC et je suis pas allé. Mais j'ai l'impression qu'après avoir partagé ces résultats-là, il y a peut-être un doctorat honoris causa qui va arriver par la poste. Probablement. Ouais.
Mais bref, je vous trouve brave. Ou une job chez Léger Marketing. Je vous trouve brave parce que, je ne sais pas si vous avez regardé les questions, mais il y a clairement des réponses des employés qui pourraient vous mettre dans le trouble. Vous êtes nerveux? Un peu, mais non, ouais. Ben, en Je fait, n'avais pas regardé la question. Je voulais vraiment savoir. J'étais vraiment curieux. Puis pourquoi on fait ça? C'est que on en parle beaucoup. Vous êtes très transparent sur les enjeux d'attraction de talent que vous rencontrez. On ouvre LinkedIn, n'importe quelle publication d'affaires, puis c'est partout. Là, en ce moment, les concepts à la mode, c'est la grande démission. Tout le monde a été perturbé par la pandémie. Puis vous contrôlez 7 entreprises. On a parlé à 40 de vos employés. On leur a posé 10 questions. On va passer au travers de 2 blocs. Dans le premier bloc, on leur demande c'est quoi ta perception de l'entreprise et de ton patron ou ta patronne. Dans le deuxième bloc, c'est si c'était toi qui étais aux commandes, qu'est-ce que tu ferais de différent? Ah, c'est tombé cool. J'ai tellement hâte. On fait pour la science, c'est précieux. Mais ça nous fournit pour la science. Ça nous fournit un échantillon super intéressant. Puis, bon, comme employeur qui nous écoute, on peut se situer par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on voudrait faire différemment dans notre façon de courtiser la main-d'œuvre, d'attirer le talent? Si on est employé, ben on peut voir un petit peu comment on se situe, puis peut-être avoir envie d'aller travailler dans une des 7 boîtes dont on va parler. Peut-être. Il y en a qui embauchent. Il y en a-tu qui embauchent pas? Ouais, c'est ça. Vous vous débrouillez plutôt bien. Je pense que c'est ça qu'on va voir, mais quand même, il y a des petites surprises. Allons-y avec la première question, Hugues. Parfait. Alors, la première question qu'on a demandé aux gens, puis c'est celle dont les réponses sont les plus polarisantes. Dans chacune de vos 3 boîtes, il y a un phénomène différent qui a été mis en lumière. On a demandé aux gens, parmi les éléments suivants, lequel apprécies-tu le plus à propos de ton emploi? Les 4 suggestions de réponse. La mission de l'entreprise, tes défis et responsabilités au quotidien, l'ambiance de travail avec tes collègues et la culture organisationnelle en général, puis ta rémunération globale, ton salaire, tes avantages. Prédiction qui, je vous dis, c'est des réponses différentes dans chacun des cas. Alors, moi, je pense que ça va être C dans mon équipe. Moi aussi. C'est l'ambiance de travail et avec tes collègues et la culture organisationnelle. Alors, c'est chez Mathémo que l'ambiance est la plus forte pour 60 des répondants. On va essayer de ne pas trébucher dans les pourcentages pour les gens qui nous écoutent, mais au niveau des idées, Mathémo, c'est une boîte d'ambiance, on pourrait dire ça comme ça. Moi, ça va être défi. Bien, vous vous appelez Loop Mission. Si la mission n'est pas forte chez Loop, alors à 44 la mission chez Loop. Et chez Arch, ce sont les défis, les responsabilités au quotidien. Comme les défis... Vous êtes une boîte de consultants, vous travaillez avec des clients qui sont excitants. Plein de projets. Alors, les gens sont enthousiastes par rapport aux défis que vous rencontrez. Ah, OK. Puis, les réponses, on voit la précision. La mission, chez Loop Mission, on pourrait s'y attendre, que ça fasse partie des motivations. Chez Mathémo, ça va bien. Toi? Chez Mathémo, il y a juste une personne qui a répondu ça. Chez Arch, c'est même pas sur le radar. Chez Mathémo, il y a juste une personne qui a dit la mission? Oui. Wow. Alors, peut-être qu'il faut juste la travailler, la mettre en lumière différemment. Et il n'y a personne parmi les 40 personnes qu'on a interviewées qui ont dit « Je suis dans cette boîte-là parce qu'on me paye bien. » Non, ça, c'est vrai. C'est pas une surprise. C'est normal, les 3, on paye mal. Ben, parle pour toi. Puis, petite parenthèse, Étienne de Biogénique, autrefois, avait aménagé sa start-up dans son sous-sol. Ouais. Aujourd'hui, sa compagnie d'immobilier est aussi dans son sous-sol. Et c'est la seule boîte où 100 des employés disent que c'est l'ambiance de travail qui apprécie le plus. Non. Je ne sais pas si c'est parce que pendant le temps des fêtes, il a construit un cellier juste à côté, mais en tout cas, ça va bien dans l'immobilier. Je vais présenter la deuxième question, Hugues. Oui. Je te laisse présenter les réponses. Si tu quittais un jour pour relever de nouveaux défis, lequel de ces éléments risquerait de t'avoir le plus motivé à partir? A, le sentiment que l'entreprise s'est éloignée de sa mission. B, tes défis et responsabilités au quotidien. C, l'ambiance de travail avec tes collègues et la culture organisationnelle. Et D, ta rémunération globale. Donc, les mêmes choix de réponse que... Exactement, c'est le miroir. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui t'a attiré? Puis là, qu'est-ce qui pourrait t'inciter à partir? Encore une fois, des réponses très partagées. C'est différent dans chacun des cas. Alors, qui pense que le sentiment que l'entreprise s'est éloignée de sa mission pourrait être un déclencheur? Ben, ça peut pas être moi. Moi, il y en a juste un qui a mis ça. Curieusement, c'est toi. Pas vrai? Eh oui. Alors, la mission de Mathémo, non. même si elle n'est pas claire, c'est pas ça qui attire. Dis pas qu'elle n'est pas claire. Dis pas qu'elle n'est pas claire. C'est pas ça qui attire. Ben, il reste que si vois vous qu'elle vous est mettiez à ne plus être un OBNL, à ne plus faire des belles choses, il y a des gens qui pourraient se réveiller un matin puis dire c'est fini pour moi. Ouais. Non, ce que je comprends, c'est qu'ils adorent tellement l'ambiance, mais la mission est vraiment importante. Puis que si la mission n'était plus là, ils s'en iraient malgré l'ambiance. Fait que les deux. Moi, je pense que j'ai deux bonnes réponses dans la question précédente. Oui, c'est vraiment bon.
Chez Loop, c'est l'ambiance. Alors, à 33 les gens disent si ça changeait trop la culture organisationnelle, ça pourrait m'amener à considérer un départ. Tout à l'heure, excuse-moi, Hugues, tout à l'heure, tu disais, tu pensais que ce serait les défis. Ouais. Clairement, vous avez plein de défis. Vous lancez une nouvelle usine, puis il doit y avoir une tonne de problèmes au quotidien. L'ambiance, est-tu bonne ou il y a beaucoup de stress dans ton monde? L'ambiance, nous, le problème, c'est qu'on est séparés. On a un bureau à Montréal, on a une usine à Anjou, on a une nouvelle usine à Boisbriand, puis on a un pick and pack au marché central. Fait qu'on a beaucoup de place, là, tu sais. Fait que l'ambiance est différente d'une place à l'autre. Fait que c'est ça le problème. Fait que c'est un peu touché. Puis vous êtes rendu au-delà de 50 employés au total? On va être 60 là, à la fin de l'année. Là. En tout cas, la science sur le sujet dit qu'à partir de 50, ta culture organisationnelle, il y a comme un step. Là. Surtout avec une réalité multisite, c'est compliqué à gérer. Exact. Ce qui fait que l'ambiance au bureau était 40, puis le monde très bien raide. Puis l'ambiance à l'usine, c'est toujours un peu plus rushant, surtout que là, on est en split. Mais on déménage tout ensemble. Ouais. Ça va être exceptionnel. Il va juste rester le là. pick Il va and rester- je sais pas quoi. Tout va être à Boisbriand maintenant. Tout. Puis il va y avoir encore un bureau CHSL à Montréal, mais on va tout le monde faire un peu des deux. Fait que ça va être merveilleux. Et dans le cas de Noah, t'en as parlé récemment, on avait fait un épisode spécial avec un expert des jardins, les salaires. Hein? 60 des gens chez Arch disent qu'éventuellement, ils pourraient être débauchés par un grand cabinet de consultants qui les paierait dans les 6 chiffres. Ça arrive souvent, oui. Voilà. Troisième question? Troisième question, on a demandé aux gens, si tu devais décrire ton ou ta boss, ton PDG, en un mot, lequel de ces qualificatifs serait le plus approprié? Celle-là me fait tellement peur. Là. C'est très partagé. Puis les dérangeants, on vous connaît tous les 7. Il y a des personnages. Puis les personnages sont vraiment bien définis par les réponses. Il y a des visionnaires. Il y a des humains. Il y a des compétents et rigoureux. Puis on a aussi proposé la réponse quelqu'un d'un peu brouillon ou brouillonne, mais adorable quand même. C'est celui-là qui me fait peur. C'est très drôle. Fait qu'on a 47,5 de visionnaires et 45 de réponses sur l'humain. 3 dérangeants de chaque bord. Ah ouais? Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Ben moi, c'est soit humain ou un peu brouillon, mais sûrement humain. Là. Alors, tu es humain dans 70 des cas. Étienne est un leader humain. Marie-Claude, chez Triton, est une leader humaine. Et nos visionnaires sont Noah, chez Arch, à 60 Respect. Voilà. David, un visionnaire, à 55,6 et Marie-Philippe, à 100 chez Chic Marie et Swipe. Mon 45 c'est-tu brouillon? Il y a une personne qui a dit que tu étais un peu brouillon, mais adorable quand même. C'est la seule personne sur les 40 qui a trouvé ça. Ça fait ton charme. Ben oui, c'est ça. Je me disais qu'il y en aurait plus sûrement parce que c'est aussi mon front. Et là-dedans, on a oublié notre ami Alex chez Mango, qui est considéré compétent et rigoureux dans 50 des cas. Bravo, Alex. Hein? Quatrième question. Auquel ou à laquelle de ces entrepreneurs célèbres comparerais-tu ton ou ta boss? A. Elon Musk, Tesla, l'innovation. B. Yvon Chouinard, de Patagonia, l'engagement social et environnemental. C. Elisabeth Rioux, Oaxaca Swimwear Lifestyle. Et D. Oncle Picsou, pour la profitabilité à tout prix. Alors, c'est une question qui est un petit peu dans la suite des types de personnalités, puis on voulait juste savoir s'il y aurait quelqu'un qui répondrait vraiment Oncle Picsou, mon idole de jeunesse. Et oui, il y a 2 employés d'Alex chez Mango qu'on salue et qui ont répondu Oncle Picsou parce que, bon, la gestion des projets web, ça demande des planifications très serrées. Mais on a donc des Elon Musk autour de la table. Noah, chez Arch, 100 des employés te considèrent associé à Elon. Okay. Chez Étienne, c'est le cas. Chez Alex, c'est à 50 la vision d'Elon Musk. Marie-Philippe, 100 Marie-Philippe, Elon Musk? Oui. Et... C'est drôle parce qu'elle est quand même dans la vente de vêtements beaucoup. Puis il y a un choix qui était quelqu'un qui vend des vêtements, puis malgré tout est en innovation. Il y a la dimension technologique Absolument, qui est forte, c'est ça. Puis il y a d'autres trucs intéressants par rapport à Marie-Philippe qu'on va découvrir tantôt. David, tu portes un beau chandail aujourd'hui de Patagonia. Et ce n'est pas un hasard. Il y a en fait 77 de tes employés qui t'associent à l'engagement social et environnemental de Yvon Chouinard. Et Carlo aussi, à 80 J'ai une casquette de Patagonia. 5e question. Quand tu regardes aller ton ou ta boss ou PDG, qu'est-ce que tu te dis? A. J'aimerais ça lancer ma propre entreprise un jour. B. Je ne me verrais tellement pas lancer ma propre entreprise. C. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir me développer et jouer un rôle aux côtés de mon ou ma boss. Et finalement, D. Mon ou ma boss a vraiment de la chance de pouvoir compter sur quelqu'un comme moi.
C'est un phénomène super intéressant. Il y a 80 des employés de Marie-Philippe qui la voient aller au quotidien puis qui aimeraient lancer leur propre entreprise un jour. Combien, t'as dit? Combien de pourcents? 80 Wow. Moi, je prédirais que Noah aussi, dans sa gang, il doit avoir de... Non, je pense pas. Non? Ben, on a une réponse qui est très près de ça. Tu sais, je suis chanceux de pouvoir me développer puis jouer un rôle aux côtés de mon boss. C'est un petit peu un équivalent. Et c'est la réponse la plus populaire dans chacune de vos 3 boîtes. Ah! Les 2 tiers chez Matemo, la cool, moitié ça. chez Loop et 100 en fait chez Arch. T'es inspirant, Noah, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est une école. Voilà. Mais j'aime l'idée, moi, que les gens sentent qu'ils se développent à nos côtés, tu sais, parce que l'idée, c'est de malade. recruter des gens de qualité, mais les faire croître comme personnes, puis comme professionnels, puis qu'ils soient encore plus sur leur X. Moi, je suis très fier de cette réponse-là. Il y a- Moi aussi. Il y a peu de gens qui nous ont dit qu'ils se verraient tellement pas lancer leur propre entreprise. Et il y en a 7 sur les 40 qui trouvent avant tout que vous êtes chanceux de pouvoir compter sur leur talent. Puis ils ont raison aussi. Mais je reviens sur Marie-Philippe. J'aimerais ça lancer ma propre entreprise un jour. On a besoin de leaders comme ça. Si on pense à Silicon Valley, des gens qui ont travaillé chez PayPal, chez Facebook, ça devient comme une espèce de grappe. Surtout en technologie dans la Silicon Valley. Tu sais, ils ont accès à des gens, des réseaux, des débuts de technologie émergentes qui vont développer ailleurs, qui se font racheter par le même monde de toutes ces grappes-là, puis ces écosystèmes-là. Mais Marie va perdre tous ses employés. Oui, c'est ça. Et ça complète le premier bloc. Merci, Hugues. Merci à vous. On se retrouve après avec, dans le fond, qu'est-ce qui arriverait si on plaçait vos employés aux commandes? Oh, boy. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Et on est de retour pour le deuxième bloc avec le beau Noah Redler, Très beau. le très beau renard de la Côte-Nord, Hugues Chandonnet, N'importe quoi. Faut pas que ça colle, ça. et le gentil David Côté. Oui. Alors, deuxième bloc, où on regarde comment nos employés géraient ça, ces entreprises-là. Exactement. On a demandé, dans un 6e temps, pour toi, la chose la plus importante dans la culture organisationnelle d'une entreprise, ce serait quoi? La diversité et l'ouverture à la différence, on en parle beaucoup. La collaboration, l'absence de hiérarchie ou la politique de télétravail ou les mesures de conciliation travail-famille. Moi, je prédis que ma gang a dit collaboration. David? J'ai aucune idée qu'est-ce que ma gang a dit. C'est une split. Bien, la collaboration across the board, c'est la réponse la plus populaire partout de façon significative. Puis c'est quoi ça, la collaboration chez Arch puis chez Matemo? Chez Arch, c'est tout le monde est responsable pour tout le monde et tout le monde est responsable pour servir les clients. Et si c'est la faute d'une personne, c'est la faute de tout le monde. Et si une personne gagne un cadeau, tout le monde gagne un cadeau. C'est vraiment un esprit d'équipe. On gagne, littéralement, c'est un peu cliché, mais on gagne ensemble. On va vraiment célébrer les victoires ensemble. Et si ça va mal, ben, c'est moi qui va prendre ça sur mes épaules la majorité du temps. Mais on va tous sentir une perte ensemble. Et on va ajuster comme une équipe pour revenir et adapter et revenir plus fort après. Non, j'adore ça avec mon équipe. On est vraiment c'est vraiment une belle gang. Ça collabore. Moi, de deux façons, quand il y a des défis, tout le monde met l'épaule à la roue pour régler le problème ou régler l'enjeu. Puis, il y a toujours un esprit de collaboration. Fait que quelqu'un a besoin d'aide, lève la main ou demande à quelqu'un, puis tu n'as pas le choix de dire oui. Si quelqu'un te demande de l'aide, tu dis oui, puis tu vas de l'avant avec ça. Ben nous, en fait, c'est vraiment intéressant ce qu'on fait aujourd'hui parce que ça me fait prendre une distanciation, en fait, par mon équipe. Puis, tu sais, nous, on est dans le manufacturing, hein, ce qui est un peu différent des entreprises autour de la table ici, là, dans le service. C'est pas les mêmes genres de défis. Puis, il y a beaucoup de rush, il y a beaucoup de last minute, il y a beaucoup de commandes pas remplies, des camions qui manquent de bouteilles, logistique. C'est un grinder au quotidien, tu sais. Fait que la collaboration est inévitable. Si on n'en a pas, on meurt, en fait. Mais mon équipe est tellement brûlée que je me rends compte, quand tu es fatigué, tu peux plus trop collaborer. Là. Tu peux plus en prendre des choses de l'autre parce que juste même ton assiette te paraît gros, en fait. Puis ça me fait réaliser, là, en ce moment, là, je pense à mon équipe, puis je suis comme, oh shit, faut que je leur donne de l'amour un peu, là, puis faut que j'organise un petit party, puis qu'on prenne un day off parce que c'est intense de ce temps-ci. Ben, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que c'est le nerf de la guerre. Il y a Ouais. clairement l'épice secrète là, est dans la collaboration, puis c'est un mot qui peut englober tellement d'affaires, mais c'est loin, loin, loin devant toutes les autres réponses. Là. Diversité, ouverture à la différence, absence de hiérarchie. Hein? Les gens y acceptent ça. Probablement parce que c'est déjà là aussi dans la majorité de nos entreprises. Mhm. Même toi, chez David, tu disais qu'il y avait récemment là, des niveaux hiérarchiques
ou des postes un peu plus élevés dans les hiérarchies. Mais sinon, je pense que nos entreprises ne sont pas très dans la hiérarchie. Non, pas Ils vraiment. sont beaucoup... Puis on vient de traverser 2 ans de pandémie. Ouais. On pourrait penser que on est-tu là, on n'est-tu pas là, présentiel, virtuel, nanana. Ben non, c'est 15 des répondants. Alors voilà. Parfait. Prochaine question, Hugues. En ce moment, qu'est-ce qui manque le plus à ton bonheur au bureau? A. Du café moins cheap, des lunettes Oculus et autres petits luxes. B. Des outils de travail plus performants. C. De l'encadrement et de l'écoute. D. Pas grand-chose, un peu plus de liberté et d'autonomie. Et E. Rien du tout. Alors, pendant longtemps, les médias nous envoyaient le message comme quoi ça prenait des gadgets. Il fallait transformer l'espace de travail en parc d'attractions, les Rampe de tables de skateboard, ping-pong, puis tout ouais. ça. Puis la pandémie a un peu changé le discours. Là, comment vous filez Moi, c'est le moral? sûr, c'est encadrement écoute. J'en suis certain. Moi, je pense que rien du tout, ma gang. T'es trop fort. Ah Non, mais l'encadrement et l'écoute, là, pour répondre à David, il y a seulement 5 personnes sur les Ah 40 qui ouais. ont répondu ça. Fait que, tu sais, le côté santé mentale a peut-être été adressé déjà dans vos boîtes, c'est bon. Mais rien du tout, c'est la réponse la plus populaire et Ah, chez ouais. Carlo, et chez Loop, et chez Arch. Wow. Ah, très cool. Et chez Oh Arch aussi. mon rien de Dieu, tout. je viens de me détendre complètement. Ça se peut-tu, ça? Mais tu je- demandes aux gens qu'est-ce qui manque à votre bonheur? À rien. Puis lui qui c'est vient de dire, en malade. plus, David, là, tu sais, que c'était Ben, je suis c'était quelqu'un rough, puis de, stressant. je suis quelqu'un puis- un petit peu suranxieux, puis j'ai souvent peur que mes employés trouvent que c'est too much. Fait que peut-être que je suis un peu mère poule, fait que ça me détend. Les 4 autres dérangeants, eux autres, c'est la même chose? Ben, en fait, l'autre élément important, c'est on n'est pas dans les gadgets puis l'artificiel, c'est des outils de travail plus performants. Ouais. Alors, chez Mango, chez Chic Marie et Swipe, on demande des outils plus performants. Fait que peut-être, Alex, les Pentium 4, 133 MHz, 16 MB de RAM, à remplacer. C'est bon. Prochaine question. Si tu étais le patron ou la patronne, qu'est-ce qui changerait dans l'entreprise? A. On aurait de meilleures assurances et on irait dans le sud avec l'équipe une fois par année. B. On ne se gênerait pas pour flusher plus de clients désagréables. C. On ferait davantage en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et D. On serait déjà une licorne avec une valorisation de plus d'1 milliard de dollars et cotée en bourse. On en a parlé tantôt de responsabilité sociale environnementale. Et vos employés sont à l'écoute. Ils disent chez Matemo et chez Arch, à 44 et 40 on veut être plus actif sur ces enjeux-là. Ah oui? Oui. La réponse la plus populaire, en fait, dans le cas de Chez Loop, Marie, ça doit être de flusher des clients désagréables. à 40 mais ce n'est pas la réponse la plus populaire. En fait, de façon générale, la réponse qui arrive au premier rang, c'est on aurait de meilleures assurances et on irait dans le sud avec l'équipe une fois par année. Fait que c'est peut-être l'effet G-Soft. Donc, c'est ça. Ou juste le fait aller dans le sud après 2 ans de pandémie. Probablement. Aussi, peut-être influencer la réponse. Mais À Toulouse, mais avec une vapoteuse, idéalement. plus les entreprises ont des interactions clients importantes, plus l'idée de ne pas se gêner pour flusher des clients désagréables va être importante. C'est un employé sur 3 qui a répondu ça. Mais dans 4 cas sur 10, on aspire à avoir des meilleures assurances, sécurité, puis Ouais. pouvoir s'évader un petit peu avec le bureau dans le temps des fêtes. Avant-dernière question. Un ou une de tes amis cherche un emploi. Lui recommandes-tu de venir travailler pour ton employeur actuel? A. Oui, sans hésitation. B. Seulement si je sens que le fit serait parfait. C. Ouf, vraiment pas sûr. Et D. Ça dépend. Combien ça paye si je réfère quelqu'un? Avez-vous des appréhensions? Non, Ben, moi, ça non. m'inquiète pas en tout. En plus, je paye quand il réfère quelqu'un. Fait que... Noah, ça t'inquiète? Non, pas Non, vraiment. OK. Ben, en fait, exactement, la réponse la plus logique, normale, c'est seulement si le fit est parfait. Et c'est la réponse qui domine dans chacune de vos boîtes et à travers le sondage au complet à 60 Mais on a quand même des oui sans hésitation chez Arch. Ah Tu sais, ouais? malgré les salaires, malgré les défis, sans hésitation dans 40 des cas. Chez Mango, chez Chic Marie, c'est 50 et 100 les gens qui, sans hésiter, il y a eu plusieurs réponses qui valident qu'il y a une espèce de chimie au sein de cette Ouais, équipe-là. ouais, ouais. Vraiment le fun. Il y a une personne qui nous a répondu « Ouf, vraiment pas sûr que je référerais quelqu'un. » C'est chez Lou. Peut-être une pomme pourrie, David. chez ça. Fais une purge. Faut purger ce monde-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les 40 personnes interrogées, il n'y a personne qui nous a dit « Hey, ça dépend combien ça paye si je réfère quelqu'un. » Fait que la dimension mercantile, là, c'est vraiment pas une réalité. Parfait. Dernière question. Des questions qui ont été posées à nos employés pour savoir ce qui se passe vraiment dans nos entreprises. Question numéro 10. Travailler dans une jeune PME, pour toi, c'est avant tout A. Plus amusant. B. Plus gratifiant. C. Plus risqué, précaire. Et D. Une job comme une autre.
Alors, on peut amalgamer quand même plus amusant, plus gratifiant. Je pense que les gens pourraient hésiter entre les deux. Ce sont de loin là, les réponses qui sont les plus populaires. Si on les cumule, c'est plus de 8 personnes sur 10 qui répondent ça. Le Ce côté risqué n'est pas ressorti. Non, curieusement, il y a 2 personnes sur 40, c'est 5 Ah oui, hein? Ouais. Puis c'est une job comme une autre. On entend ça dans 12,5 des cas, entre autres chez Groupe Triton, chez Marie-Claude. Puis pourquoi? Ben, parce que c'est l'entreprise qu'elle a rachetée de sa mère. C'est une entreprise qui a 30 ans. Donc, c'est moins la réalité d'une start-up. Ça a du sens. Mais non, dans le cas de Mathémo, de Loop, d'Arche, c'est 80, 55, 40 des gens qui considèrent que c'est plus gratifiant de se développer dans une boîte comme la vôtre. C'est logique. Wow. Je pense que oui. Je pense pense. que oui. On a terminé le sondage. Merci beaucoup, Hugues. C'est vraiment le fun de faire Merci. ça. Et Ça me donne le goût de félicitations à faire vous. plus de sondages. Ben, en tout cas, chacun peut en retirer ce qu'il souhaite, mais on gagne en perspective, on peut se comparer un petit peu. C'est quand même impressionnant de voir la satisfaction de vos employés. Pour moi, il y a 3 concepts clés qu'on peut retenir. L'ambiance et la collaboration. Il y a un ingrédient secret de votre culture d'entreprise. S'il y a des irritants à ce niveau-là dans vos boîtes, c'est probablement la première chose à laquelle il faut s'attaquer. Il ne faut pas hésiter non plus à laisser aller les clients désagréables qui peuvent miner le moral des troupes. L'autre phénomène, Daniel Bélanger avait lancé un album, c'était l'échec du matériel. Ben, tout ce qui est immatériel, hein, c'est pas le salaire qui attire vos employés. L'argent peut les faire partir, mais c'est pas une préoccupation majeure. Les gadgets, ça les intéresse pas. Ils veulent des bons outils, ils veulent de l'écoute, ils veulent peut-être des meilleures assurances, puis un voyage entre collègues si ça donne. Mais on est largement dans l'expérience, puis dans Dans l'humanité, Ouais. beaucoup. Exactement. Puis la dernière dimension, c'est la fierté. Les employés sont fiers de se développer à vos côtés. Ils songent à lancer leur entreprise ou encore ils apprécient leur expérience. C'est une fun ride, comme Étienne dit souvent. Il y a 82,5 des gens qui trouvent ça soit plus gratifiant ou amusant de travailler dans une jeune PME. Puis, à presque 100 les gens sont prêts à vous référer des amis sans attendre de primes en échange. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à être des modèles pour nos employés, à cultiver ce sentiment de fierté-là. Puis, on peut se donner comme mission peut-être de renforcer notre mission justement pour envoyer un signal plus clair au marché, considérant qu'il y a chez Loop qui performe à ce niveau-là, mais sinon, ce n'est pas le facteur décisif. Puis, il peut quand même être un aimant pour attirer avec une proposition claire dans le marché. Là, tu viens de nous faire une planification stratégique de Sans nos frais. Sans frais. Tu vas Basée nous dire sur... de ne pas augmenter nos salaires, mais de donner plus d'écoute et de temps. Soyez vous-même. Puis, en fait, mettez vos employés en vedette. C'est peut-être votre meilleur argument de vente dans vos campagnes de marque employeur. Tu sais. La vibe à l'interne, c'est qui travaille chez Loop, chez Mathémo, chez Arche? Ce qu'on voit beaucoup là, avec ça, c'est les gens qui vont mettre, on le fait même chez nous, on le fait ces temps-ci, là, mettre une photo d'un employé, une petite description sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de... Quand je vois ça de ma gang, je trouve ça sympathique. Puis des fois, je me dis, ça sert à quoi tout ça? T'sais? Comment faire plus pour mettre les gens en valeur, autre que par une petite image sur les réseaux sociaux? Là? C'est touché parce que c'est vraiment bon pour le faire pour l'équipe. On l'a fait, on a pris tous nos employés puis on les a tous postés, one by one, mais ça donne vraiment pas d'engagement. Non, Ce qui fait que c'est un bon coup à l'interne pour tes employés parce qu'ils sont contents, mais côté engagement, médias sociaux, c'est pourri. Le monde sont comme, un autre employé, on s'en fout. Ben oui, Mais je pense que les gens le voient. Même s'il n'y a pas d'engagement comme des likes et des partages, moi, on avait déjà fait ça quand on était en mode recrutement. Et j'ai entendu de plusieurs personnes qui n'ont pas liké mes posts. Je disais, j'ai vu ça, c'était tellement cool, j'aimais bien le petit témoignage. Ça sont bizarres, les médias sociaux. Il y a certaines choses qu'on ne like pas juste parce qu'on se dit, c'est cool, mais je ne veux pas donner de l'effort. Mais il n'y a pas juste les médias sociaux, puis le modèle est un petit peu brisé. Ce que ça dit sur l'entrepreneuriat au Québec, on est une économie de PME, puis je trouve que ça donne une chance au David contre les Goliaths. À défaut d'être capable de rivaliser sur les salaires et tout ça, de célébrer la culture puis l'esprit d'équipe dans une petite boîte, je pense que ça donne une chance à tout le monde. C'est avec un argument différent. Ça reprend mon expérience du milieu des agences de pub. C'est dans une boîte de 6 personnes que je me suis senti le plus utile puis je me suis le mieux développé. Puis moi, j'ai l'hypothèse aussi que les personnes qui ont franchi un certain stade dans la vie, là, qui ont plus de 40 ans, leur famille est déjà un peu établie, qui ont déjà une base financière, vont aller travailler beaucoup plus facilement pour des entreprises comme les nôtres parce que là, la mission, la cause, l'humanité va les attirer beaucoup plus qu'en début de carrière. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, ça. Je le vois beaucoup, en fait. J'ai du monde qui vient de chez nous qui ont un CV exceptionnel, qui ont un salaire complètement démentiel, puis qui disent, OK, là, j'ai fait le tour, puis là, j'ai envie d'avoir un purpose. Ouais.
Puis j'ai envie de travailler dans une petite équipe, une plus petite boîte, puis j'ai vraiment envie de ça. Fait que à l'échelle humaine, puis je vis ça énormément en ce moment, en fait. Moi, le dernier que j'ai embauché dans ce style-là, il s'était fait offrir directeur du développement pour un cabinet d'avocats. C'était 250-300 000 par année, plus bonus annuel d'à peu près 200 000. Là, des affaires hallucinantes. Puis clairement, je donne pas ça. Là. C'est comme, on est même pas. Non. Il m'a dit, donne-moi juste quelque chose pour pas que j'ai besoin d'aller piger dans mon vieux gagné. Là. Comme il avait pris une semi-retraite, finalement, il était pas heureux à la retraite. Il revient. Juste quelque chose qui fait que je suis capable de vivre, puis moi, je vais me donner all-in. Puis il se donne all-in x10. Là. Son implication en temps est comme hallucinante. Là. Je pense que c'est surtout l'expérience qu'on donne. Saviez-vous, c'est quoi le pourcentage d'employés qui vont rester avec un employeur pendant plus que 5 ans? Non. C'est 12%. 12% ce temps-ci. Wow. Et quand vous regardez ça en tête, vous ne pouvez pas plus regarder vos employés comme un investissement à long terme, sauf si vous gardez une relation forte avec ces employés. Parce que nous avons des archers qui ont été recrutés par des autres firmes, par nos clients, par d'autres firmes, et gagnent des salaires beaucoup plus élevés, mais ils m'appellent toujours. Non, je parle avec ces gens, on prend des verres ensemble, et même des fois, quand il y a un mandat ou du business qui est plus pour large, et on voit ça chez nous. Et chaque employé, pour nous, c'est un investissement. Et même s'ils ne sont plus chez vous, là, ils continuent à être un investissement, en fait. Quand on avait un manque de ressources humaines, ou si on manquait des bras pour certains projets, je pige dans les anciens achats et je dis, regarde, avez-vous 10 heures à me prêter ou à me donner, à me vendre? Et la réponse est toujours oui. Ah oui, hein? C'est comme ça on pense, et de donner les opportunités, de donner une expérience à nos employés, de vraiment se faire rayonner et d'être dans la salle. Et c'est ça l'avantage de travailler avec nous. Si vous avez 24 ans, vous sortez de l'école, le lendemain, si vous travaillez avec Arch, vous êtes devant DG, président, élu, etc., dans le meeting avec nous. T'entends des vraies choses, pas juste ce que je vous raconte plus tard. Et ça change le jeu. Et pour nous, je pense que c'est très apprécié. Aussi, beaucoup de transparence, alors on partage nos expériences. Mais c'est ça que les gens cherchent. Et c'est pas que j'utilise ça pour garder leur salaire plus petit. J'aimerais offrir un salaire plus élevé. C'est difficile ce temps-ci, mais les gens sont en train de penser à l'avenir. Et qu'est-ce qui peut me préparer pour l'économie de demain? Merci beaucoup, messieurs. L'épisode est déjà terminé. Un merci spécial à Hugues Chandonnet, le renard de la Côte-Nord. Merci à vous 3. Félicitations. Je pense que vous scorez bien. Ouais, vraiment, merci, Hugues. C'était vraiment cool. Moi, il y a 3 personnes de mon équipe qui m'ont écrit, mais là, c'était un peu humoristique, ça. Prends-le pas personnel. OK, mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Et il faut dire une chose. J'ai vu passer un courriel, une invitation que Carlo a envoyée à ses employés. Ouais. Et la façon dont il parle à son staff est assez particulière. Déjà, je ne sais pas si ça a orienté les résultats du sondage, mais le courriel était signé « Carlo, votre empereur adoré ». Alors, autant David, c'est le super-héros. Moi, à l'interne, je me suis autoproclamé empereur. C'est un running gag. Moi, je trouve ça drôle, ça me fait rire. Ce qui me met mal à l'aise, c'est quand mon équipe, des fois, en parle à l'externe dans des réunions. « Ah, on va demander à notre empereur, Carlo. » Puis là, je suis tout le temps mal à l'aise. Les gens comprennent-tu le niveau? Je me prends pas au sérieux. En tout cas, je suis obligé d'expliquer. Ça peut fonctionner chez Mathémo, mais je vois mal PKP chez Québécois. C'est clair. Merci beaucoup, Noah. Merci, Carlo. Merci, David. Merci à toi. À bientôt, tout le monde, pour un prochain épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!